suite sur le chat. Donc, le chat, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir écrire. Hein, ça peut être écrit discussion. Donc, on va vous inviter à écrire, à commencer à écrire quelques idées de quoi vous avez envie de nous parler ce soir. Puis moi, je vais guider la discussion autour de ça pour voir s'il y a des personnes qui ont plusieurs idées pour pouvoir relancer puis avoir une belle discussion ce soir sur le sujet du PGMR. Donc, on va vous laisser 2-3 minutes et je vais vous laisser à tous et à toutes le soin d'écrire ce que vous avez envie d'écrire dans le chat pour qu'on puisse rebondir sur les propos et aller un petit peu plus loin dans la discussion. La discussion est ouverte sur le chat, on peut y aller, messieurs, dames. À vous de jouer. Donc, on a Yves, plus de tri à la source. Si vous avez des problèmes techniques pour écrire, n'hésitez pas à me faire signe. Hein, et puis, je vais pouvoir vous aider, même si je ne vois pas tout le monde sur l'ensemble des écrans. Il y a l'équipe du bureau qui est aussi avec moi pour me dire, Mathieu, attention, tu oublies quelqu'un et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va s'assurer que tout le monde va bien pouvoir écrire et parler. Donc, plus de visibilité pour la récupération du foie alimentaire. Réduire les emballages inutiles, légiférer à cet effet, nous dit Yves. Accessibilité au compost, nous dit Sophie. Allez-y, soyez généreux dans vos propositions, recommandations, commentaires. Plus il y en aura, plus ça va nourrir la discussion ensemble ce soir. Jean-Marc nous dit plus de bacs de compost dans la ville, dans les rues du parc. Dans les rues et parcs, pardon. Développer nos infrastructures locales de recyclage, nous dit Yves. Éducation, nous dit Benoît. Benoît, ça va mériter quelques explications en plus. Hein, on compte sur vous. Ça lance le sujet. On peut imaginer ce qu'il y a derrière, Benoît. Préparez-vous. C'est à vous que je crois que je vais donner la parole en premier. Vu que votre micro est ouvert. Faire de la recherche, nous dit Yves, faire de la recherche sur les meilleures pratiques de recyclage. Alors, pendant que certains, vous pouvez continuer à faire des commentaires, voilà ce qui va se passer. Benoît nous dit éducation. On va écouter Benoît. Puis si vous avez envie de réagir sur ce que dit Benoît, vous pouvez bien évidemment lever la main, mais on peut aussi faire des commentaires. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on va dérouler la conversation. Alors, Benoît, vous avez dit éducation. Alors, allez-y, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Benoît. Oui, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai remis un bref mémoire là, où j'ai abordé quelques points. Un des points qui me semble important, c'est du côté d'éducation. Et j'avais intitulé ça, attendez, là, je récupère, je récupère mon document. Il faut vraiment marteler le message, évidemment, mais tout commence avec nos jeunes. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne s'inspirerait pas du concept Lab École qui avait été lancé il y a quelques années par quelques personnalités, entre autres Pierre Thibault, Ricardo, puis quelques autres personnes, pour Sherbrooke lancer le concept Lab École GMR. Donc, nos écoles, l'espace est là, d'après moi. Nos cours d'asphalte pourraient aisément devenir des mini-labs, mais des labs GMR. Donc, on créerait une parcelle, on prendrait une parcelle de terrain pour créer un espace vert, un espace potager, jardin, compostage, et on entrerait finalement dans à peu près dans toutes les écoles primaires et secondaires pour faire de l'éducation, instaurer puis installer tout ce qui concerne la gestion justement des matières, des matières résiduelles. Et ça partirait donc du très jeune âge parce qu'on s'aperçoit que le message
le message passe, mais il ne passe pas à 100%. Donc, à mon avis, si on commence très tôt à initier nos enfants à l'importance de récupérer, recycler, bien gérer nos matières résiduelles, ben, on se donne une chance, tout simplement. OK. Merci beaucoup, Benoît. Donc, rentrer dans les écoles, hein, c'est ça, anticiper, faire de la prévention hein, sur la question des matières résiduelles, c'est Oui, ça. sensibiliser, éduquer, montrer aussi. Il faut que ce soit du concret. Il faut vraiment que ce soit du concret. OK. Du concret pour nos jeunes. Merci, Benoît. Rien. Il y a Yves. Yves a fait beaucoup de commentaires. Hein. Donc, je propose, Yves, si vous avez des compléments, des choses à dire en lien avec tous les commentaires que vous avez nommés, on va vous écouter. Allez-y, Yves. Oui, bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je pense que ça presse plus. Euh, oui, il faut éduquer, mais on est à un point où il va falloir aller beaucoup plus vite. Comme Evelyne le mentionnait, 8 millions de dollars par année. Je peux juste m'imaginer la quantité, la montagne de déchets qu'on génère. Puis, je pense qu'il faut penser à arrêter ça le plus rapidement possible. Donc, je pense que tout ça, ça s'adresse aussi aux adultes. C'est beaucoup les adultes qui consomment, qui jettent et qui polluent en bout de ligne. Donc, moi, j'ai vécu en Allemagne pendant 1 an. Puis, quand on parle de tri à la source, bien, en Allemagne, là, ils ont 5 ou 6 bacs différents. Nous, on mélange tout ça. On mélange le papier, le plastique, le verre, ce qui fait qu'après, il faut tout démêler ça, alors que c'est très facile de le faire déjà à la source à la maison. Il y a une question de quantité, là. Ça aussi, il faut s'occuper de ça. Mais le tri dans les maisons, c'est pas difficile de mettre un bocal de verre dans un bac, puis un morceau de papier dans un autre bac. Moi, je ne vois pas pourquoi on met tout ça dans le même bac. Ça, c'était mon premier commentaire. Donc, ça, ça revient aux citoyens de faire ça. Puis, je pense qu'il faut être un petit peu plus rigoureux en termes de, ben, si on vous offre 4 ou 5 bacs dans les maisons, ben, on n'est pas supposé de retrouver du papier dans un bac de verre ou du plastique dans un bac de papier. Il faut que ça soit séparé. Puis sinon, ben, il y a des amendes parce que c'est mal fait. En Allemagne, on sépare même les différentes couleurs de verre. Ils ont des cloches de verre au coin des rues pour le verre blanc, le verre brun, le verre vert, parce que quand on mélange les couleurs, après, le verre n'a plus de valeur. On ne peut pas le recycler, on ne peut pas faire un verre qui est intéressant pour la réutilisation. Donc, ça, c'était mon premier commentaire. L'autre chose aussi, peut-être qu'on devrait, je n'ai pas mis ce commentaire-là, mais veiller à standardiser les pots de verre, par exemple, pour qu'ils puissent être réutilisables. C'est comme dans l'industrie de la bière. Ils ont des bouteilles standardisées que toutes les compagnies peuvent utiliser, sont toutes pareilles. Là, ça a changé un peu ces dernières années, ce qui est très dommage, mais il faut standardiser tous les contenants pour qu'on puisse les réutiliser, les laver, puis les réutiliser, puis les remettre en circulation. Quand on met du verre dans un bac de recyclage, il est cassé, il est endommagé. Puis ensuite de ça, il faut le refondre pour refaire du verre. Ça coûte, je ne sais pas si vous imaginez, là, mais fondre du verre, il faut chauffer à très haute température. Donc, non seulement on perd du travail qui est fait, mais on gaspille de l'énergie pour refaire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. L'industrie de la bière l'avait bien compris. Ils lavent leurs bouteilles, puis après ça, ben, on réutilise les bouteilles, on ne refond pas le verre. Ensuite, il y a réduire les emballages inutiles. Je pense qu'on est rendu au point où on va devoir légiférer sur les producteurs et les vendeurs. Quand on regarde chez Costco, quand tu as 3 emballages, un par-dessus l'autre pour un produit, ça n'a aucun bon sens. Donc, puis, ça m'arrive d'y aller à l'occasion chez Costco, là, mais
mais il faut leur mettre des contraintes. Il faut trouver des moyens pour dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, parce qu'après, ça se retrouve dans nos bacs, ça se retrouve au dépotoir. Puis ça se retrouve dans des centres de tri où il faut employer des gens pour trier des choses en réalité qu'on ne devrait pas faire. Ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent et de l'énergie inutile. Donc ça, c'était l'objet de mon deuxième commentaire. Ensuite, bien, Evelyne en a parlé. Est-ce qu'on peut recycler localement? Il y a de l'argent dans ce qu'on jette. Hein? Ça a de la valeur, ce qu'on jette. Prenons le verre, par exemple. Ça a une valeur, là. Ça ne coûte pas rien fabriquer du verre. Il faut le purifier, il faut purifier la matière première. Bien, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, si on est capable de générer pour 8 millions de déchets par année, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de recycler ça localement? Hein, au lieu de transporter ça ailleurs, on a vu dernièrement un reportage où là, on envoie nos cochonneries en Inde. Puis là, l'Inde est prise avec. Puis en fait, il y a une compagnie véreuse de Montréal qui ne fait pas son travail comme il faut, puis envoie du matériel souillé en Inde. C'est non recyclable. Ça devrait être puni sévèrement. C'était pas mal l'objet de mes commentaires, là. Merci, donc, Yves. Je vais m'arrêter là-dessus. Pas de problème, vous pourrez reprendre la parole. Hein. Il n'y a pas de problème. On va faire tourner aussi la parole pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais voulu, je voudrais saluer la présence de Christelle Lefebvre qui nous a rejoint aussi, conseillère à la ville de Sherbrooke, donc qui nous a rejoint, donc une élue de plus. Merci de nous rejoindre, Christelle. Pour continuer les échanges, il y a Valérie Boisvert qui nous parle de l'urgence d'agir, avoir un discours de plus en plus en phase avec le drame à venir. Valérie, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu là? Et puis, c'est quand même important ce que vous écrivez. Si vous permettez, je n'ouvrirai pas ma caméra. C'est que je trouve qu'on n'entend pas assez. On l'entend dans certains médias. Moi, évidemment, je suis très au fait de ça, là, mais je pense que dans la population, puis de la part de la ville, on n'entend pas souvent à quel point c'est dramatique ce qui s'en vient, à quel point c'est urgent. Puis le lien entre les déchets se fait très bien avec l'urgence climatique, parce qu'évidemment, on gaspille les ressources et tout ça. Puis le lien se fait avec la perte de biodiversité aussi, les deux éléments les plus dramatiques dans les prochaines années. Donc, le lien se fait bien. Puis, je pense qu'il faut que la ville le dise à quel point c'est urgent. Il faut que les gens ils s'en rendent compte. Je ne sais pas si, même les gens tous ici ce soir, si vous êtes conscients que c'est la guerre qui s'en vient. Là. Puis là, aujourd'hui, on entend un petit peu parler, mais c'est un autre contexte. Mais oui. C'est ça qui va arriver. Là. On n'est pas obligé de dire ça à tout le monde, là, que c'est la guerre demain matin. C'est correct. Là. On n'est pas obligé de les affoler, mais c'est sérieux. Là. Puis je veux l'entendre de la part de la ville. Je veux que dans votre discours, ça soit clair que c'est grave ce qui s'en vient. Puis je sais que vous travaillez fort à la ville. J'ai aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant. C'est clairement insuffisant. Et il faut aller plus loin. Je sais que vous n'avez pas tous les leviers, mais au moins parler de l'urgence d'agir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On a Jean-Marc qui nous a marqué un dernier commentaire. On ne passe pas assez à l'action, Jean-Marc, c'est ça pour vous? Est-ce que c'est ça? Jean-Marc, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Mon nom, c'est Jean-Marc. J'essaie de faire le plus de choses en environnement. Pour moi, dans un premier temps, on pourrait dire que je suis un peu éco-anxieux. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de choses qui vont assez vite. Puis quand on reçoit dans les nouvelles, par exemple, de Radio-Canada, par exemple, que la matière recyclable est enfouie ou est envoyée, par exemple, en Inde, qu'est-ce que ça fait prendre conscience aux personnes en réalité? C'est que la personne, sérieusement, l'habitant ou le Chabouquois est content en tant que tel de mettre le bac, son papier dans le recyclage. Il sait comment que ça fonctionne. Ça fait depuis 98, 97, 96 que ça existe. Hein? Vous comprenez? Mais là, on est rendu qu'on met tout à l'intérieur. Puis là, on est rendu que tout ce qui est émis est rendu à quelque part d'autre sur la planète. Pouf!
vient tout juste de disparaître, hein. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas assez l'information pour savoir où va où. En tant que tel, le vitre, par exemple, ça fait 2 ans que je ne savais pas que le vitre était cassé. Mais en environnement, ça fait 100 000 ans qu'on. Excusez-moi d'être fâché, mais c'est juste le fait que ça fait plusieurs dizaines d'années en tant que tel qu'on récupère le verre, qu'on récupère le métal, qu'on récupère le plastique 1, 2, 3, 4, 5, 7, etc., etc. Mais on ne sait pas où va où après. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça va. Puis là, on vient toujours de voir à Radio-Canada que ça s'en va en Inde, hein, ou qu'il y a des cargos en tant que tels qui s'en vont en Chine par bateau. Donc, pour moi, c'est fait comme hey, une personne qui recycle pendant 25 ans, là, puis qui vient tout juste d'avoir ça comme nouvelle, là, c'est direct, c'est traite, ça me fait mal au cœur en tant que tel. Puis c'est pour ça que je fais de l'éco-anxiété en tant que tel, de voir que vous savez, c'est ça que c'est dans l'éco-anxiété, mais c'est juste le fait que. Allez-y, Jean-Marc, on vous écoute. Prenez votre temps, Jean-Marc, on vous écoute. C'est juste le fait que, à quelque part, on n'est pas assez rendu loin, en quelque part. Si vous regardez, par exemple, en France, ils ont des bacs de récupération. Au Japon, ils ont environ 6 bacs de récupération. Ils font un taux de récupération d'environ 99 %. Dans ce coin-là, ça va super bien. Mais comment ça que nous autres, en tant que tels, Nord-Américains, Sherbrookois, Québécois, Canadiens, on récupère, puis on n'est pas encore rendu à dire qu'est-ce qu'on va faire avec la récupération, qu'est-ce qu'on va faire après, va-t-il y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième chance? On le sait pour les vêtements, mais c'est qu'on arrive dans un endroit où est-ce qu'on dit, on arrive devant un fait, les vêtements sont troués. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux passer 2 heures en tant que tel sur Internet à faire la ville de Sherbrooke, puis à ne pas réussir à trouver où est-ce que ça va, parce qu'en tant que tel de deuxième vie, ce n'est pas, par exemple, Estriade qui font quand c'est déchiré. Ce n'est pas Salon l'Armée du Salut. C'est pas Taffy, c'est pas rien, mais on ne sait pas où le mettre. Donc, excusez-moi, je vais prendre une respiration. Ouais, Jean-Marc, je vous propose. Jean-Marc, vous pouvez prendre le temps de la respiration puis reprendre la parole après si vous voulez. Ça Oui. vous va? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est ça, une personne éco-anxieuse qui veut, mais on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Oui, il y a un manque d'information, hein, c'est ça, Jean-Marc, manque d'information. C'est ça, un manque d'information, puis on veut informer nos jeunes et nos enfants, on veut les éduquer, mais on n'est même pas nous-mêmes éduqués. Oui, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure dans le commentaire. Il parlait d'éducation des enfants, mais aussi des adultes. N'est-ce pas, Jean-Marc? Merci beaucoup. Oui, voilà, merci. Merci, Jean-Marc. On peut saluer la présence de Marc Donneau qui nous a rejoint, conseiller municipal donc, du district du Golfe. Merci, Marc, d'être présent ce soir. Donc, il y a M. Morancy, Pierre Morancy, qui est là. Alors, moi, M. Pierre Morancy, il a présenté tout à l'heure, il était présent tout à l'heure à la première consultation. Pour moi, M. Morancy, c'est un expert, hein, vraiment. Donc, M. Morancy, moi, j'avais une question. Éclairez-nous un petit peu sur le BAP. Vous nous avez dit dans un commentaire effectuer un virage en fonction des recommandations du BAP. Mais s'il vous plaît, faites-le avec des mots simples, hein, pas trop d'expertise et de la simplicité. Ça ferait bien notre affaire, mais je pense qu'il y a des citoyens qui ont envie d'en savoir parce que quand même, ce qu'on dit depuis tantôt, c'est qu'il y a la ville de Sherbrooke, mais il y a une responsabilité sociale et sociétale qui dépasse la ville dans ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc, on doit absolument avoir des informations. Donc, Pierre, vous voulez bien nous donner des informations rapidement sur le BAP? Ben, écoutez, le bureau d'audience publique, il y a eu une très importante enquête des commissaires et c'est quand même extrêmement important. Je pense qu'en fait, quant à moi,
c'est à peu près les meilleures audiences que moi j'ai vues dans les derniers 20 ans en termes de qualité, en termes d'orientation, de courage aussi. Je pense qu'il y a un virage qui est en train de se faire. L'urgence climatique, d'une part, effectivement, pousse les gens à réaliser ce qui se passe. Je pense qu'on parle de plus en plus d'autonomie alimentaire parce qu'on est en pénurie de matières premières et ce, sur le plan mondial. On parle de plus en plus aussi d'autonomie économique. Fait que je pense que le BAP, malheureusement, le rapport est tombé un peu plus tard parce que nos municipalités, nos MRC avaient déjà commencé il y a 7-8 mois. C'est malheureux parce que finalement, on aurait aimé avoir ce rapport-là avant finalement que nos MRC travaillent sur les PGMR. Mais c'est quand même le BAP, c'est 1 an de consultation. Il y a eu 25 séances, 29 conférences, 189 mémoires, 585 documents qui ont été déposés, 1000 personnes. C'est un rapport quand même de 623 pages qui est en même temps extrêmement courageux au niveau des orientations. Mais ce qui nous rappelle, c'est que en fait, on parlait toujours les 3 RV, etc., mais qu'on avait totalement oublié le plus important, c'était la réduction à la source, le réemploi, la réparation. On a parlé de régionalisation, on a parlé d'innovation, tous ces éléments-là, éco-fiscalité, je pense que tantôt, il y a des gens qui sont intervenus. Toutes les expériences sur une base volontaire, les programmes strictement sur une base volontaire ont été souvent des échecs. Donc, on est peut-être rendu là, mais il y a quand même des belles choses qui se passent. Mais moi, je vais prendre mon chapeau défi Polytech. C'est quand même en Estrie, c'est fait beaucoup de choses. On collabore énormément avec la ville de Sherbrooke depuis très longtemps. Il y a une très bonne collaboration, mais ça va supposer vraiment, si on veut changer la tendance, il y a eu 11 recommandations, orientations très spécifiques. Puis je pense que c'est un ensemble de demandes, un ensemble de recommandations que je devrais dire pour changer les choses, un changement d'orientation pour dire il faut cesser l'utilisation linéaire des premières, c'est-à-dire d'extraire des matières premières, de les transformer, de les consommer puis de les rejeter. On ne peut plus fonctionner comme ça. On le voit actuellement. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est fort intéressant. Moi, je prends connaissance de l'ensemble des informations. On a la chance d'avoir un conseil de ville qui s'est prononcé définitivement en faveur de l'environnement. Mais il y a vraiment des recommandations transversales. Je pensais tantôt qu'il me parlait de compostage. Effectivement, on a raison quand on parle de compostage, c'est transversal. Oui, c'est la matière organique, on la transfère, il y a des impacts environnementaux, la génération de gaz. Tous les éléments, tous les gestes qu'on pose, moi, je dis souvent, il faut dorénavant conserver nos ressources, créer de la richesse et des emplois chez nous. On a parlé tantôt des produits, l'obsolescence. Si on veut réduire à la source, je vais vous donner un exemple, défi Polytech, défi Récupère. Dans l'an passé, on a démantelé 100 000 ventilateurs. 100 000 ventilateurs, les petits ventilateurs qu'on paye 60$ chez X et qui n'avaient pas 1 an. Donc, l'importance véritablement de protéger à la source, et dans les recommandations, j'ai vu ça, je pense qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut véritablement qu'il y ait un travail, une vision globale en disant qu'on fait un virage, qu'il y a des gens, il y a des irréductibles qui jamais ne vont participer, mais aussi il y a des outils, des infrastructures à penser. Tantôt, on parlait, là, les encombrants, on parlait, moi, je pense que le cœur actuellement, et il y a eu beaucoup de témoignages, le cœur actuellement de la gestion des matières résiduelles au niveau des PGMR, si on veut changer de cap, ce sont nos écocentres. Une nouvelle vision, une nouvelle orientation, des nouveaux potentiels pour véritablement, de façon transversale, qui va toucher, par exemple, effectivement, l'habitation. Est-ce qu'on continue? On parle de problèmes d'éviction, mais si effectivement on avait aussi un règlement d'urbanisme qui prévoit effectivement des inspections pour les permis et qu'on dit cette habitation-là, il y a du patrimonial là-dedans. On vous donne un permis de démolition. Dans un autre cas, on va dire c'est un permis de déconstruction parce que véritablement, on veut détourner des matériaux qu'on va réutiliser. Donc, les encombrants, la même chose. Il y a des OBNL. On a 40
ressourceries ou des organismes qui peuvent détourner la matière. Donc, on est équipé. Mais très souvent, dans le comité réemploi, on disait il manque d'espace, il manque de structure, il manque surtout de pognon par rapport à toutes les problématiques actuellement de la gestion des matières résiduelles. C'est un manque d'éducation, de sensibilisation, mais il y a un effort. Nous, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un flux orphelin, c'est un potentiel de recherche et développement avec nos milieux universitaires, que ce soit, par exemple, au niveau de la céramique, au niveau du polystyrène, au niveau… Moi, je pense que ici, il faut parler de matières usuelles, c'est très, très vaste. Moi, ce soir, j'étais juste venu pour parler de ça, mais il y a une REP en fonction. Je vais vous donner un dernier exemple. Merci. Un dernier exemple. On détourne actuellement des conteneurs pleins qui sont supposés partir pour l'Asie. On les paie à la valeur marchande des métaux. On les transporte chez nous ici. On optimise le démantèlement. Puis on revend les matières, on les divise, on est preneur pour la totalité de nos centaines de milliers de livres pour l'ensemble des produits. Alors moi, j'invite encore, comme j'ai fait ce matin, nos gens à la ville de venir visiter nos installations en termes de sites de démonstration. Il y a plus de 2000 personnes qui sont passées et de voir la ligne d'optimisation au niveau des démantèlements. On a un projet pilote au niveau d'un premier projet pilote au niveau du réemploi. Je pense qu'on essaie de faire notre part et de collaborer aussi avec tous les acteurs de notre région. Et c'est 200 personnes quand même qui ont des limitations intellectuelles et physiques qui font ça. Puis je pense que c'est remarquable. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre pour ce beau témoignage. C'est effectivement remarquable le travail que vous faites chez Défi Polytech. Pour ceux qui ne connaissent pas, passez voir, c'est impressionnant. Merci Pierre. Et puis à l'occasion, pour les citoyens et citoyennes qui voudraient avoir accès au BAP, si vous avez des choses à mettre dans le chat, ça serait très apprécié si on veut avoir plus d'informations. Je vais essayer de déposer. J'ai passé au travers du BAP, puis comme je l'ai répété, moi, ça va me faire plaisir de donner l'ensemble des informations et des commentaires que j'ai pris et de rencontrer les gens à l'Hôtel de Ville. Merci. Parfait. Merci Pierre. Donc Pierre a parlé du compost et puis il y a Sophie qui nous a mis dans un commentaire l'accessibilité au compost. Est-ce que Sophie, vous voulez nous en parler un petit peu plus de cette idée-là ou de ce… Est-ce que Sophie, vous êtes là? Allô, en fait, on est deux, puis c'est pas Sophie qui parle. Ah, ok, c'est toujours surprenant sur Zoom. Hein. Bon, bah, si c'est pas Sophie, c'est pas très grave. C'est comment votre prénom? Dominique. Dominique, alors Dominique, vous avez dit, vous avez apporté un commentaire donc, sur le plus d'accessibilité au compost. C'est quoi votre idée, Dominique? Ben, mon idée, en fait, ça touche un peu ce que j'ai fait un peu à l'école. Dans le fond, je suis à l'université présentement et j'ai quand même, je suis touché un peu par les enjeux des matières résiduelles. Puis je sais que le compost, entre parenthèses, c'est quand même une grosse section de cet enjeu-là pour les déchets, mais aussi pour les gaz à effet de serre. Et présentement, je sais qu'à Sherbrooke, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas le compost. Je parle beaucoup des logements multiples, il y a beaucoup de restaurants. Tout ce qui est en fait un peu privé, c'est difficile d'accès. Puis c'est ça, même moi, je connais des gens qui habitent dans des logements qui n'ont pas de compost, qui demandent que ça ne marche pas, puis des fois, ils prennent leur compost puis ils vont le porter comme chez des voisins ou comme à quelque pâté de maison. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être plus organisé par la ville et qui est pris en charge. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais… Oui, bah, c'est correct. On vous écoute sur vos propositions, Dominique. Merci. Alors, j'en profite. Hein, regardez bien, à chaque fois sur le chat, on a Yves qui demande le lien web de ce que Pierre vient de présenter. Et puis, on a aussi Anne-Sophie qui a laissé un contact pour Jean-Marc par rapport à ce qui était dit sur le fait où est-ce qu'on peut savoir où va vos matières. Il y a un document qui existe, qui a été mis sur le chat. Donc, vous avez aussi accès à ces informations. C'est pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant avec le Zoom, hein, c'est qu'on peut aussi avoir de l'information parallèle en même temps que chacun et chacune vous exprimez. Donc, tout le monde a des informations de part et d'autre et c'est très intéressant de faire circuler les informations sur cet enjeu des matières résiduelles. Alors, Yves, est-ce que vous avez levé la main depuis tantôt ou c'est une ancienne main ou c'est toujours la même main? Je voulais juste savoir, Yves, si vous vouliez dire quelque chose. C'est une nouvelle main. Allez-y, Yves. Et puis après, il y aura Jean-Marc. Et je voulais dire que j'appuyais ce que Valérie Boisvert a dit. Je pense que le message, la Ville doit faire un effort de communication beaucoup plus puissant dans les médias sociaux, les médias traditionnels, la radio, pour
alarmer, au fond, alerter plutôt les gens sur l'enjeu que ça représente. Puis je pense que c'est comme toute chose, hein, dans une population, il faut répéter. Il ne faut pas penser qu'en le disant une fois, ça va avoir un effet. Donc, il faut avoir un message constant et répétitif. Puis ça va aider à changer les choses. Puis à cet effet-là, juste un instant, à cet effet-là, je ne veux pas critiquer l'administration actuelle. Je pense que si on se rencontre ce soir, c'est parce que l'administration actuelle a la conscience de ça. Mais c'est sûr que dans les administrations précédentes, je pense qu'il y a eu un gros manque à cet égard-là. Il y a toute la communication, puis de dire, ben c'est grave, il faut agir, il faut arrêter d'attendre, puis ça ne viendra pas tout seul, ça. Il faut être actif, puis les gens doivent participer. Mais Yves, j'ai une question pour vous, puis pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Des fois, si on donne un message trop alarmant aux citoyens, est-ce que ça risque pas de faire peur et puis d'être dans le déni? Est-ce qu'on peut aussi tourner ça de façon positive, selon vous? Ou est-ce qu'il faut être alarmiste et utiliser des mots qui font peur? Est-ce que des messages de peur, ça va être la solution pour les citoyens qui vont… Non, pas des messages de peur, mais il faut quand même être honnête. Il ne faut pas non plus présenter ça à l'eau de rose puis dire ah, ben faites votre effort. Puis il faut quand même avoir un message avec une certaine fermeté, ce n'est pas le bon terme, mais avec une certaine gravité quand même, parce que c'est pas vrai que c'est juste on va favoriser votre effort ou en étant trop gentil qu'on réalise des choses. À un moment donné, il faut être un peu plus ferme puis dire, ben là, c'est important. Nous, à la ville, on prend ça à cœur, mais là, il faut que les gens participent, il faut que les gens fassent un effort. Là. Je trouve qu'on est rendu dans une société où on est un peu mou. Il y a des choses qui doivent se dire et ça doit être dit franchement. Donc, il y a une responsabilité à la fois des citoyens et des citoyennes de prendre leurs responsabilités et en même temps de la ville, mais aussi de tous, parce que les rapports sur l'urgence climatique, ils sont sortis, puis tout le monde le sait. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est beau, hein? Tout le monde le sait, mais tout le monde ne fait rien. Fait qu'à un moment donné, comment on fait pour faire des choses? Ben, faut légiférer, des fois, il faut sortir le bâton, c'est pas d'être méchant, là, c'est juste de faire ce qu'il faut faire pour que ça se fasse. Parfait. Ça, c'est des sujets intéressants. Alors, on a aussi, merci beaucoup Yves, Jean-Marc et puis Valérie. Allez-y, Jean-Marc. Oui, rebonsoir. Je viens sur qu'est-ce que Yves Bérubé mentionnait. Selon mon point de vue, c'est plus engagé, c'est plus sensibiliser les personnes à faire le compost. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, quand on a instauré le compost à bac 360 litres, on a sensibilisé les personnes en disant « Regarde, pas à pas les choses, où est-ce qu'ils vont. » Puis par la suite, on a fait des vidéos, ça a été à la télévision, puis on a montré en tant que tel comment réussir à faire le compost. Hein. Puis je pense que ça, d'après moi, c'est une porte d'entrée à l'environnement. Donc, de sensibiliser les personnes en disant, regarde en tant que tel où est-ce qu'il va ta nourriture, il devient ça, il s'en vient ça, il deviendra ça, il sera ça. Donc, le chemin. Le chemin parcouru, observez bien en tant que tel le chemin parcouru. Puis je pense que d'après moi, depuis 2007, ça fait des années en tant que tel qu'on a ça, le compost. Hein. Mais dans les appartements, plusieurs appartements, ça n'existe pas. Donc, je trouve ça dommage en tant que tel de voir ça. Puis en même temps, pourquoi que je viens ici? C'était pour demander à la mairesse ou à d'autres personnes politiques de dire pourquoi il n'y a pas de compostage au parc Jacques-Cartier. Il n'y a presque pas de bac de récupération dans le parc Jacques-Cartier. Puis c'est un grand parc de 3 km.
Puis moi, je me promène avec, par exemple, une napkin qui se composte, parce que je sais que ça se composte, hein, mais je me promène avec une napkin ou avec un bonbon, n'importe quoi. Je dois trouver le compost, hein. Je dois réussir à trouver le compost, mais il n'y en a pas. Il n'y en a justement pas. Alors, Donc, je trouve ça dommage, hein. Jean-Marc, ce que vous proposez, c'est qu'il y ait des bacs de compost aux alentours du lac, hein. C'est ça, dans le fond, ce que vous proposez. Bien, c'est ça. Puis supposons que vous allez vous promener sur la 10e avenue, dans un parc sur la 10e avenue ou dans n'importe quoi, là. Il y a juste des containers en tant que tels de poubelles, hein. Il n'y a pas de container de recyclage encore, hein. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore à l'engin de pierre, l'âge de pierre, en tant que le recyclage n'existe même pas dans les parcs qui c'est supposé d'être vert, hein, à lui-même près. Donc, voilà. Très bien. Merci Jean-Marc, c'est bien noté pour votre proposition. Tout est enregistré et pris en note, donc c'est parfait. Merci Jean-Marc. On a Valérie qui a levé la main également. Oui, c'est ça. En fait, je voulais renchérir un peu sur les deux précédents. Effectivement, Yves Bérubé disait que oui, il faut parler de l'urgence, comme j'en ai parlé tantôt, mais j'ai bien aimé le mot qu'il a utilisé tantôt. Il parlait de alerter les gens. Ce n'est pas les alarmer, c'est un peu différent, mais donc, oui, leur faire réaliser l'ampleur de la situation. Je ne vais pas continuer là-dessus parce qu'on vient d'en parler, mais je ne pense pas que c'est d'être alarmiste de leur dire la réalité. Et comment les gens vont participer, comment les gens ne vont pas s'écraser devant l'ampleur des défis qui nous attendent, puis de ne pas trop souffrir d'éco-anxiété comme la personne avant. C'est que si on aide les gens à bien agir, c'est ça qui va faire que leur anxiété va diminuer. Moi, je le sais là, que ça va mal aller si on continue comme ça. Puis je pense que ça risque de mal aller parce qu'on n'est pas bien aligné. Mais j'en ai pas d'éco-anxiété zéro parce que j'agis, je fais ce que je peux, je fais ce en quoi je crois. Et même si c'est juste mon petit bout, ça m'enlève toute mon éco-anxiété. En fait, j'en ai jamais eu. Et donc, voilà. On peut leur dire la vérité aux gens, puis ils vont être alertés. Mais si on trouve des moyens de les faire bien agir, de les faire agir le mieux possible, ça va réduire l'éco-anxiété. Et je veux juste faire attention, une dernière chose, c'est qu'il faut faire attention à trop responsabiliser les citoyens, je pense. Ça, c'est sûr que chacun, on a notre part de responsabilité, là, mais si on tape sur la tête des citoyens et on dit que c'est eux qui ne font pas bien, ceci, cela, on a des bâtons dans les roues. C'est quand même complexe, là, réduire nos déchets, tout ça. Donc, ça, moi, je pense que c'est là, il faut leur enseigner, mais il ne faut pas leur taper dans les roues, leur taper dans les roues, taper, c'est ça, taper sur la tête. Des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. Oui, on leur met, en fait, c'est que la société, le fonctionnement du système leur met des bâtons dans les roues. Et donc, c'est ça. Il faut aider, en fait. Hein. C'est ça, ce qu'on comprend, Valérie, c'est qu'il faut aider les citoyens à agir pour diminuer l'éco-anxiété et être dans l'action. Oui, mais aussi, oui, mais ça veut dire que ça ne sera pas suffisant. Il faut légiférer. C'est les entreprises qui doivent aussi arrêter de produire. Donc, c'est là où on a moins de pouvoir, mais c'est là qu'il faut agir. Parce que si on met toujours ça sur le dos des citoyens, c'est leur mettre beaucoup trop de responsabilités sur les épaules. Voilà. Et ensuite, du coup, faire un rejet et on ne sera pas gagnant. C'est ça qu'on comprend, Valérie? Tout à fait. Exact. Alors, il y a Dominique qui nous a parlé d'un café réparation, comme c'est fait à l'université. Et puis, Anne-Sophie nous dit c'est dans le plan d'action. Est-ce que vous voulez nous en parler, Dominique, un petit peu de votre idée ou est-ce que vous l'avez vu dans le plan d'action? Allez-y. Ah non, je ne l'avais pas vu dans le plan d'action, en fait. C'est juste que c'est ça, il y a un service de réparation, un peu des trucs électroniques à l'université. C'est très populaire. C'est juste que des fois, il y avait il y avait plus de personnes. Fait que là, il demandait à l'université s'il pouvait accueillir des gens de la ville. Puis là, il y avait un peu de la réticence parce que c'est une instance universitaire et tout. Donc, je me demandais juste justement
à la ville de Sherbrooke, il n'y aurait pas un service comme ça qui pourrait être offert à la population pour justement, tu sais, j'ai quand même réparé gros des choses électroniquement, puis des fois, c'est tellement des petites affaires, un fil qui est dessoudé, mais que la population n'a pas les services, nous, les connaissances pour réparer ça. Donc, un service comme ça, moi, je trouve ça super intéressant. Vous avez vu, Anne-Sophie a répondu hein, dans oui, le c'est ça, j'ai vu, oui, merci. OK. Alors, on a 2 mains qui se sont levées. Marc, c'est à vous, Marc. Vous pouvez enlever faut enlever le micro en bas à gauche, pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, Marc, vous pouvez y aller. Allez-y. Ouais, c'est mon premier Zoom à vie et ma participation à une activité de la ville de Sherbrooke. Donc, ce soir, c'est grande première. Bravo, soyez le bienvenu. Je crois que vous Merci, êtes première réunion Zoom. On vous salue. Super. C'est bon. C'est ça, puis je ne savais pas sur quel concept ça allait être aussi la rencontre. Donc, moi, j'avais préparé des petits points, mais c'était pour réagir sur le monsieur qui a dit que ça prenait des bacs de compost un peu dans la ville. J'aborde dans le même sens, mais moi, c'est des bacs à poubelles. C'est des poubelles. Je marche souvent dans la ville de Sherbrooke. Moi, j'ai un défi quotidien, c'est de ramasser un déchet par jour qui est au sol, qui ne m'appartient pas. Malheureusement, c'est hyper facile à remplir comme défi. Il manque vraiment de poubelles à Sherbrooke, honnêtement. Là. On a besoin vraiment de plus de poubelles. Ça, c'était le point, là, honnêtement. Oui, c'est concret. Oui. Ça prend absolument des poubelles. Moi, je marche presque à tous les jours quotidiennement. Puis il manque vraiment de poubelles. Puis comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de déchets par terre, ce qui est vraiment déplorable. Puis aussi, ça amènerait une qualité de propreté un petit peu à la ville de Sherbrooke. Si on peut dire, on ferait une pierre deux coups. Ça serait vraiment génial. Parfait, merci beaucoup. Marc, est-ce que vous aviez d'autres idées encore, d'autres propositions? Oui, j'ai d'autres idées. Voulez-vous que je peux en dire? Oui, allez-y, pendant que vous avez la parole, c'est votre premier Zoom. Je pense que vous devez être le seul sur la planète Terre à faire votre premier Zoom. Donc, c'est ça, imaginez, c'est incroyable. Donc, j'aimerais quand même applaudir la ville de Sherbrooke pour leur dure décision de faire passer la bande riveraine de 3 mètres à 5 mètres. Ça, honnêtement, je vous lève mon chapeau, je vous le dise. Justement, pour l'environnement, des fois, ça va prendre des décisions assez dures, des décisions assez cruciales, mais des fois, c'est des décisions qui s'imposent. Donc, chapeau à la ville de Sherbrooke pour ça. Comme j'ai dit, dans le fond, dans la discussion pour le Zoom, ça prend vraiment plus de visibilité. Il y a un problème de visibilité là, à la ville de Sherbrooke, parce que moi-même, qui est quand même environnementaliste, c'est bon, quand que je parle au monde qu'on récupère le fonds alimentaire, les gens, ils ne savent pas de quoi je parle. Puis là-dessus, il y a peut-être une quinzaine de personnes que j'ai sensibilisées, mais là, les gens ne le savent pas. Puis peut-être aussi qu'on pourrait augmenter les points de collecte pour le fonds alimentaire. Pour le verre, je pense qu'il y a 6 points de collecte, c'est quand même, là, c'est très, très bon. Mais honnêtement, pour le fonds alimentaire, il faudrait vraiment que ça soit augmenté. Il faudrait vraiment qu'il y ait plus de visibilité. On manque de visibilité. Aussi, un autre point en vous entendant parler qui m'est venu, moi, j'ai parlé à mes amis que j'allais participer à la rencontre. Puis tout le commentaire que je reçois, c'est « Hey, on aimerait ça que les poubelles passent plus souvent. » Là, je pense qu'on est complètement à l'envers de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Aussi, il y a peut-être une question de message qu'on doit envoyer. Tu sais, comme il y a des gens qui parlaient que la ville de Sherbrooke là, doit envoyer des messages sur l'environnement, honnêtement, je pense que c'est à point. C'est vraiment à point. Tant qu'à ça, je vais y aller avec mon dernier point pour l'instant. Je suis camionneur, là, je travaille d'une livraison de meubles. Je suis souvent des camions. C'est le boulevard Queen, je crois, celui qui va à Valoris. Malheureusement, tous ces camions-là, quand ils sont pleins puis qu'ils vont au centre de récupération, ils perdent des déchets en cours de route. Puis ça fait plusieurs observations que je vois. Ils perdent un déchet aux 15 secondes, des sacs de plastique qui revolent, des trucs. Ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec l'étanchéité des camions même de recyclage. Honnêtement, c'est très désolant à voir. Super. Est-ce que vous avez fini? Oui, c'était mes points pour l'instant. Parfait. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Pierre, c'est à vous et ensuite il y a Valérie. Je vais revenir encore sur bonifier certains commentaires. Écoutez, un des endroits où il y a plus de composteurs domestiques au Québec en termes de population, c'est Sherbrooke. Et il y avait même dans le domaine Howard un endroit où il y avait des petits composteurs domestiques. Il y a eu on a donné des centaines de formations. Ce qu'il faut comprendre aussi, faire le lien avec l'urgence climatique.
les canicules, c'est que le compostage domestique fait que le sol aussi est plus friable, ça devient comme des éponges, ça garde l'eau plus longtemps. Donc, en fonction des changements climatiques, c'est une très bonne façon. Et ce qu'on s'est aperçu dans les programmes, c'est que les gens qui faisaient du compostage domestique, c'était des bons contaminants dans le sens qu'ils triaient mieux, ils triaient plus, ils encourageaient. Il y a toute la question aussi des jardins communautaires qui, quant à moi, sont fondamentales. On devrait en avoir partout, quant à moi, au niveau de l'autonomie alimentaire. Quant au café réparation, c'est une bonne idée. Mais la REP actuellement qu'on est en train de mettre en place, dans le programme qu'on a mis en place, il y a aussi, on prévoit le réemploi, le détournement des appareils qui sont bons et la réparation. Dans la réparation, si on a perdu tant de réparateurs actuellement, c'est qu'on a introduit des parties électroniques. Nos bons réparateurs qui rafistolaient sont partis parce qu'il y a eu un manque de formation. Alors, ce qu'on prévoit, c'est vraiment des formateurs sont en demande actuellement, puis on a prévu faire des formations pour des réparateurs. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si en Europe actuellement, le réemploi, c'est complètement la folie. Il y a des entreprises qui ne font que ça, des OBNL qui ne font que ça. Ils ont formé des réparateurs. Je pense qu'il y a des modèles qu'on veut reproduire ici au Québec et on a des opportunités intéressantes. Dernière chose, il y a effectivement beaucoup de choses. Monsieur parlait là, des emballages. Le polystyrène, nous, on détourne la totalité du polystyrène. Sherbrooke le fait maintenant chez Soprema, qui est une entreprise sherbrookoise, qui effectivement, nous, on a déjà fait de la densification et on les transforme en panneaux. La totalité de nos plastiques sont détournés chez Animat, avec qui on a fait un projet qui l'intègre dans des nouveaux produits. Les caoutchoucs, la même chose. Moi, je pense que l'histoire première en milieu industriel, c'est un tri systématique des matières fait qu'on a des ressources qu'on peut effectivement revendre. Le tri à la source est fondamental si on veut que ça demeure une ressource. Si vous ne triez pas à l'endroit où vous générez des déchets, ça va demeurer des déchets. Merci, Pierre. On nous a demandé, Valérie demande, c'est quoi la REP? Bon, tout le monde connaît, par exemple, au niveau des pneus, pour l'exemple de nos amis Animat, c'est-à-dire, ça s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que le législateur il a prévu une façon de dire, quand vous allez intégrer finalement des produits sur le marché, vous allez être responsable de leur entrée jusqu'à leur valorisation, jusqu'à la fin. Dans le cas du compost, moi, j'ai toujours dit du berceau au berceau et ça a été repris. Ça veut dire responsabilité élargie des producteurs. Dans le cas, par exemple, de la REP sur les électroménagers, ce sont des OBNL pour une première fois au Québec qui se sont regroupés à partir de Sherbrooke. C'est 3 OBNL et on dessert les 500 éco-centres au Québec. C'est responsabilité élargie des producteurs, mais c'est une façon et une opportunité aussi de développer notre savoir-faire. Ici, ça veut dire responsabilité élargie. Le gouvernement du Québec a mis 90 millions dans la REP sur les électroménagers, mais il n'y a pas un sou au niveau du réemploi. OK, merci Pierre pour les précisions. Nous avions Valérie, je crois, qui voulait dire quelque chose, qui avait levé la main. Est-ce que Valérie voulait toujours dire quelque chose? Non, c'est beau. Est-ce que vous voyez ma main levée? Parce que je ne l'ai plus levée. Non, mais des fois, vu qu'il y a des petites erreurs de main, je veux m'assurer que tout est correct pour vous, Valérie. Ah, merci. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole ce soir. Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir à cette passionnante discussion, conversation avec la pluralité des points de vue? Ça ouvre vraiment de beaux horizons, ça nourrit aussi le PGMR de la ville. Est-ce que des personnes auraient envie de dire quelque chose sur le sujet qui n'auraient pas… Voilà, donc là, c'est à vous. Alors, Jupiter Nacla, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Allez-y. On vous entend très bien. Allez-y. OK. Je suis arrivé un petit peu en retard à la rencontre. Je ne sais pas si vous avez discuté de la problématique de la contamination des ballots de papier, par exemple. Lorsqu'ils sortent des centres de tri, de récupérer, ma compréhension, c'est qu'ils sont contaminés de plastique et puis ou d'autres choses.
et puis qu'ils perdent beaucoup de valeur dans ce sens-là. Alors, j'aimerais savoir si les technologies qui ont été rajoutées à Récupestrie permettent vraiment de réduire la contamination, ou bien si ça ne serait pas préférable d'y aller par encore plus de tri à la source, comme parlait M. Morancé, rajouter par exemple un bac exprès pour le papier. Est-ce que ça serait pertinent d'avoir un bac exprès pour le papier? Alors là, vous posez une question ou est-ce que vous faites une proposition? Non, ben, je pose une question. Puis ça peut être une proposition aussi. Voilà, ben si vous aviez à la tourner en proposition, ce serait quoi pour vous la proposition? Puis après, les autres pourront la nourrir éventuellement. La proposition pourrait être que la Ville nous donne accès à un bac supplémentaire pour qu'on puisse mettre le papier, carton probablement, de manière à réduire la contamination puis à augmenter la valeur des ballots de papier. Là. C'est ce que nous disait Pierre, en fait, hein, c'est à la source, en fait, c'est exactement ça. Parfait. Merci beaucoup, Jupiter. Alors ensuite, est-ce qu'on a d'autres mains? Il y a Pierre. Alors Pierre, je vais vous laisser, je veux juste m'assurer, avant de vous laisser la parole, les 3 mains qui soient levées, je vais juste m'assurer que d'autres personnes voudraient peut-être dire quelque chose en prenant le temps d'absorber tout ce qui vient d'être dit dans cette discussion passionnée. Je trouve une discussion passionnée, hein, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire autre chose avant que je redonne la parole à ceux qui ont déjà parlé? N'hésitez pas à vous manifester. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, je redonne la parole à ceux qui ont déjà parlé. N'hésitez pas, hein, vous pouvez faire des commentaires dans le chat comme on le fait depuis le début, de façon à ce qu'on puisse vraiment se nourrir les uns les autres. Alors, Yves, j'ai Yves, Pierre et Jean-Marc, c'est à vous. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont identifiées comme recyclables. Hein. On sait le plastique, certains plastiques, quand on respecte les signes, le papier, le verre, mais il y a d'autres choses, moi, des fois, que ça m'agace de ne pas pouvoir mettre ça à quelque part. Puis, il y a certains plastiques, par exemple, des vieux jouets, où on met ça aux poubelles. Alors qu'il me semble que je comprends que le plastique n'est pas tout recyclable, mais je trouve ça aussi désolant d'avoir à mettre ça dans des poubelles. Il me semble qu'on devrait pouvoir mettre ça à un endroit, puis un jour, puis travailler à développer des technologies pour pouvoir recycler ces choses-là au lieu de les enfouir. Puis ça, je pense qu'il y a un effort à faire là. Il y a des choses qu'on dit, ben oui, mais on n'a pas le droit de mettre ça dans le bac, mais moi, ça me rend mal à l'aise de mettre ça dans la poubelle aussi. La poubelle, il ne devrait plus rester grand-chose là-dedans quand on a terminé. Je comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas recyclables, mais en tout cas, je pense que ça passe par la recherche et le développement. Là. Il faudrait développer des façons de pouvoir quand même recycler ces choses-là. OK. Donc là, c'est une proposition, hein, c'est aller vers la recherche et le développement pour le recyclage du plastique non recyclé encore. Est-ce que c'est ça? Oui. Ouais, OK. ben, puis là, je vois un commentaire. Il ne faut pas juste produire ni acheter des choses qui ne sont pas. Il faut juste produire. Il faut juste ne pas produire des choses qui ne sont pas recyclables. Oui, mais on a quand même encore des vieilles choses dans nos maisons, tu sais, qu'on a achetées il y a plusieurs années. Puis ça, malgré tout, il me semble qu'on ne fait rien de bon avec ça, mais il doit y avoir moyen de faire quelque chose de mieux que d'envoyer ça dans un site d'enfouissement. Merci d'avoir réagi aussi, Valérie. Comme ça, on voit que Yves arrive à parler et en même temps lire le chat et réagir sur le chat. On a un expert de Zoom qui fait les deux en même temps. Je vais vous embaucher, Yves. Alors, Pierre, c'est à vous, puis après Jean-Marc. En tout cas, moi, ça fait 30 ans que je suis contre l'idée d'avoir autant de déchets et le déchet ultime, on en a toujours eu. Mais je voudrais me réajuster là, parce qu'on entend plein de choses. C'est que, entre autres, sur Valoris, puis on dit on mélange, puis on a eu des ballots, puis on les a envoyés parce que je pense qu'il faut remettre les virgules, les points des virgules, les horloges à l'heure. C'est qu'il y a des période qui, je pense, il y a des lignes qui n'étaient pas fonctionnelles ou opérationnelles qui ont fait que, comme bout de monde, et n'oubliez pas que la Chine,
c'était prévisible. On fermait le porte. Ça a fait un bouchon littéralement sur l'ensemble, sur le plan mondial. Mais ça a été une bonne chose parce qu'on a optimisé nos chaînes de traitement. Par contre, si on parle de Valoris, parce qu'on a beaucoup entendu parler, il faut faire attention, c'est que les déchets qu'on envoie à Valoris, c'est quand même des déchets que nous, on produit sur le plan industriel ou résidentiel qu'on envoie là-bas. Mais l'opération qui était prévue, c'est-à-dire de mettre des technologies qui réduirait le déchet ultime en les passant dans une nouvelle technologie de tri optique pour les retirer de l'élimination. Et ça, je pense que c'est important de sensibiliser l'objectif des investissements qu'a fait la Ville de Sherbrooke là-dessus. Alors, moi, c'était l'intervention que je voulais faire pour préciser effectivement par rapport à ce qu'on entend actuellement par rapport à ça. Et au point de départ, quant à moi, ça prend du courage et de la cohérence dans ce qui s'en vient parce que, quant à moi, tout ce qui n'est pas récupérable, recyclable ou compostable devrait être interdit ou sinon, c'est le principe, on dit allez à l'éco-conception. On devrait éliminer effectivement une multitude de produits qui nuisent finalement à la gestion de nos matières résiduelles. Et là, c'est toute la question du pollueur-payeur, c'est-à-dire si un manufacturier, les pays scandinaves, c'est que tu n'as pas le droit, tu as des pénalités si tu produis des produits qui ne sont pas recyclables ou compostables. Nous devons être cohérents si véritablement nous voulons atteindre nos objectifs. Et effectivement, les grands flux, les grands volumes, c'est en milieu des ICI. Alors oui, il ne faut pas taxer et imposer plein d'exigences au niveau du citoyen. On a notre part, mais c'est important. Si ce sont le privé qui s'occupe en général des ICI, c'est parce que c'est payant. Donc, moi, quant à moi, je dis, écoutez là, j'ai été un chef d'entreprise. Si on veut aller chercher, financer, rentabiliser nos opérations, c'est une chose à évaluer. Alors, j'invite à regarder. Merci, Pierre. Jean-Marc, allez-y. Oui, bonjour. Je suis en train de réfléchir présentement. C'est tellement pertinent de ce que vous parlez. C'est juste le fait que moi, par exemple, je sais que je suis environnementaliste écolo depuis très jeune. Puis j'ai été au Collège de Rosemont. Puis au Collège de Rosemont, je faisais, je ne sais pas si Dominique ou il y a quelqu'un qui est à l'Université de Sherbrooke, mais il peut peut-être répondre à la question ou qu'est-ce qu'on peut faire. C'est juste que moi, par exemple, au Collège de Rosemont, qu'est-ce qu'on faisait? C'était on ramassait les sacs de récupération, les sacs de déchets, et on faisait un tri. Après ça, on les lavait, puis on l'envoyait à la ville de Montréal. Ça, c'est quand j'étais à Montréal. Donc, je trouvais pertinent en tant que tel, peut-être pas pour la ville de Sherbrooke, mais je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Puis j'ai aussi fait le tour du Québec avec le consortium écologique, qui est un endroit environnemental qu'on ramasse des matières, des déchets, des matières recyclables, compostables, etc., dans des festivals. Je sais qu'il existe Five, mais c'est juste le fait que si on serait capable d'engager des personnes, soit mobilité réduite, ou soit des personnes, n'importe quel type de personne qui veut travailler en environnement, avoir une entreprise ouverte pour pouvoir faire la récupération, par exemple, de papier, de carton, et qui ne soit pas mélangé avec d'autres produits qui ne soient pas souillés. Comme par exemple la compagnie Cascade, eux autres, ils récupèrent les papiers propres, je crois. Puis il y a aussi Kruger, qui est une entreprise au Québec, que je sais que son container, en tant que tel, il est à côté du Maxi. Puis, il récupère en tant que tel les boîtes de carton pour pouvoir en faire d'autres. Hein. Donc, c'est 3 en 1, qu'est-ce que je dis, mais est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de la ville de Sherbrooke ou les citoyens ou un groupe de citoyens pour pouvoir donner des matières, du papier propre, le faire recycler et le donner à des entreprises sherbrookoises ou québécoises? Donc, voilà.
Jean-Marc, je crois qu'il y a Marc qui réagissait en disant la revalorisation, c'est primordial. Marc, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est juste que c'est vraiment, si on regarde vers l'avenir, puis on veut aller beaucoup plus loin dans l'environnement, c'est sûr qu'il va falloir revaloriser des matières premières, c'est sûr et certain. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient aussi dire quelque chose d'autre, faire des propositions, des recommandations, des commentaires par rapport au plan? Il y a l'angle de la réglementation. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur la réglementation? Est-ce qu'il faudrait aller plus fort sur la réglementation? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être un sujet sur lequel on pourrait prendre le temps d'échanger. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, mais on ne tirera pas. Si on a terminé avant, on aura terminé avant, bien évidemment. Ah, tiens, il y a des mains qui se sont levées. Alors, Benoît, si on parle de réglementation, c'est ça? Ben, oui, sans prendre trop de temps, là, on n'aura pas le choix. Là. On n'aura pas le choix. On est dans l'urgence d'agir. Donc, je pense que là, réglementation, des moyens coercitifs, je pense qu'on n'aura vraiment pas le choix d'aller dans ce sens-là aussi. Mais moi, je reste très optimiste, honnêtement. Là, s'il y a une grande ville où, si je peux choisir une grande ville où je vais participer à l'effort, puis où on peut y arriver, c'est bien Sherbrooke. Là. Sherbrooke, on a tout ce qu'il faut. On a le savoir collégial, universitaire, nos écoles, nos institutions. Juste, ben, je vois M. Morancy, une sommité, Valérie Boisvert, très impliquée, un conseil municipal qui n'a jamais été aussi sensibilisé à la chose environnementale. Les planètes s'alignent. Moi, je demeure archi optimiste. C'est sûr que rien n'est parfait. Ça va prendre des efforts. Il va falloir bûcher, mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Et dans tous les domaines, là, dans tous les domaines. Donc, pas juste la question de la récupération du papier, mais attirer des entreprises vertes, y aller développer vraiment du côté innovation. C'est déjà bien parti. Du côté gestion alimentaire aussi, pourquoi on ne deviendrait pas la première ville à dire, bien, nous autres, le gaspillage alimentaire, c'est réglé chez nous. On a légiféré là-dessus par règlement municipal. On le fait. Je peux imaginer l'effet que ça aurait. On peut être des leaders. On peut vraiment être des leaders. On l'est déjà en grande partie. Et la suite, bien, moi, je la vois avec beaucoup d'optimisme. Est-ce que ce serait la priorité sur le gaspillage alimentaire, par exemple, la réglementation à faire? Ben là, c'est sûr. Est-ce que ce serait celle qui aurait le plus d'impact pour vous, Benoît, par exemple? Ben, c'est sûr. Là, bon, moi, je suis un bénévole chez Moisson Industrie depuis plusieurs années. Ma réponse, évidemment, c'est oui. Là. Si vous me donnez une action à faire demain matin, c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Bon, tout le caractère, non seulement environnemental, mais social, de réduction puis d'élimination du gaspillage alimentaire. C'est pas normal. C'est pas normal, oui, économique. C'est pas normal que dans une ville de 170 000 habitants, qu'il y ait quelques milliers de personnes qui se lèvent le matin avec la question: qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Où est-ce que je vais manger aujourd'hui? On a un réseau communautaire, j'oubliais évidemment de mentionner, le réseau communautaire Sherbrooke, il est immensément dynamique. Donc, tous les ingrédients sont là pour on y va, puis Sherbrooke va être un leader. On va être cité en exemple partout au Québec et même au-delà. Il s'agit de le faire, mais évidemment, ça peut faire mal un petit peu là, au portefeuille parce que du côté fiscalité, ben, si on a sur notre compte de taxes un montant là, pour le traitement des eaux, des choses comme ça, ben, pourquoi on n'aurait pas genre de cotisation GMR, puis au moins il y aurait une participation globale des citoyens. Là. Donc, c'est ça.
Merci, Benoît. Merci. Alors, Pierre, Yves et Valérie, si les autres, n'hésitez pas à faire des commentaires aussi dans le chat, hein, dans la discussion. Pierre, allez-y sur la présentation. En fonction de votre invitation, moi, je trouve extrêmement important qu'on passe aux valeurs réglementaires parce qu'on aura toujours une résistance au changement. Donc, moi, quant à moi, j'en fais vraiment une proposition, c'est-à-dire, pas l'affaire, il faut vraiment que Sherbrooke, la 6e plus grande ville du Québec, s'implique et fasse des recommandations. Je pense que le projet de loi 197 qui a été déposé en 2019 sur l'obsolescence, il est essentiel. On doit véritablement passer à d'autres choses. Un indice de réparabilité, c'est essentiel. Je pense qu'on est même rendu à une loi anti-gaspillage actuellement en France. Je pense aussi que je dirais bien qu'il faudrait avoir une réglementation puis qu'il y a des exigences au niveau des permis. Mais d'abord, il faut avoir des éco-centres où on peut détourner les matériaux de construction. Donc, il y a vraiment des interventions transversales, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis promené un petit peu partout. Partout au Québec où j'allais, c'est pas pareil, l'Estrie. Estrie, zone verte, mon ami Michel Ledoux. Il y en a plusieurs autres qui ont passé avant moi. Nous avons effectivement l'ensemble de ce qu'il faut. Nous avons des centres de recherche, des universités parmi les meilleures au monde actuellement en matière d'environnement. Nous avons tout ce qu'il faut et un nouveau conseil qui a levé le drapeau environnement. Ça prend du courage, de la volonté. Il faut prioriser, mais on doit absolument passer à l'action. Mais Pierre, c'est laquelle pour vous la réglementation, s'il y en avait une en priorité, comme Benoît, lui, a parlé du gaspillage alimentaire, pour vous, c'est laquelle s'il y en avait une? Moi, quant à moi, il ne faut pas. Oui, si vous dites la matière organique, c'est essentiel parce qu'on est en urgence climatique, l'appauvrissement des sols. Une seule livre de matière organique, ça génère presque 10 pieds cubes de gaz. On dit, c'est fondamental. Je veux dire, on gaspille une matière première qui doit retourner au sol. Moi, dans les conférences que je donnais au niveau du compostage, je disais, du berceau au berceau, nous devons penser à retourner ce qu'on prélève au niveau de la biodiversité et la retourner. C'est fondamental. Mais sur le plan économique, moi, je dis, il faut intervenir. Il faut absolument, je le répète, tous les programmes qui sont strictement sur une base volontaire dans les dernières années sont soldés par un échec au niveau de l'atteinte des objectifs. On est rendu effectivement, comme le dit le BAT, l'écofiscalité, pollueur-payeur. Et en passant, vous l'avez dit tantôt, c'est moins cher de recycler que d'éliminer. Donc, passons au recyclage, au réemploi, à la réduction. Il est temps de réglementer. Merci Pierre. Donc, il nous reste un petit 15 minutes, 10 minutes avec les 5 minutes de conclusion par Joanie. Donc, ça tire à sa fin cette soirée. Yves, Valérie, Christelle, donc vous avez levé la main sur la partie un peu réglementation. Si c'est là-dessus que vous avez envie de vous exprimer, allez-y. Concrètement, moi, j'aimerais qu'on prenne des sujets précis puis qu'on commence avec ça. Puis je pense qu'une des choses, c'est le suremballage. Parce qu'en fait, c'est ça qui se retrouve à devoir être trié, à être transporté. Donc, si on pouvait avoir une réglementation sur le suremballage, évidemment, ça nous prend des experts pour évaluer qu'est-ce que c'est que le suremballage. Puis concrètement, là, ça veut dire que ça prend des gens qui vont faire le tour des entreprises puis qui vont dire ça, c'est suremballé. À un moment donné, il faut être concret, il faut passer à l'action. C'est facile à dire, mais après, quand il faut le faire, bien, il faut mettre les ressources. Puis ça prend des gens qui vont aller contrôler ça. Donc, il n'y a rien qui se fait juste en se fiant sur le bon vouloir des gens, mais il faut aussi avoir les ressources humaines nécessaires pour s'assurer que, donc une rétroaction pour s'assurer que ça se fait, puis qu'on réussisse à atteindre nos objectifs. C'est facile de fixer des objectifs, mais ça prend des mécanismes de contrôle pour les atteindre. Merci Yves. Christelle. Pardon, Valérie, autant pour moi. Valérie d'abord et ensuite Christelle. Bon, très bien. En fait, je vais finir avec la réglementation, mais je veux juste revenir à ce que j'avais écrit là, dans le chat. C'est que c'est ça, le recyclage, c'est super. L'économie circulaire, c'est super. Mais il ne faut pas oublier que c'est le deuxième R, ça, du 3R. Là. Et donc, avant ça, il faut faire la réduction. Puis, réduction, l'économie circulaire, ce n'est pas la réduction à la source, c'est le recyclage. Il ne faut pas oublier ça.
Et donc, la réduction à la ressource, c'est quoi? C'est tendre vers le zéro déchet. Et puis, moi, je fais ça depuis quand même plusieurs années déjà, là. Puis, je produis presque pas de déchets et presque pas de recyclage non plus. Le recyclage, là, moi, c'est zéro recyclage, zéro déchet, là. Et on est capable. J'ai produit, disons, 4 sacs de recyclage toute l'année 2021, puis à peine un sac de déchets ultimes. Donc, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas facile. Et justement, l'éco-fiscalité pourrait être une façon, là, je ne connais pas ça, là, mais pourrait être une façon de favoriser les entreprises qui offrent du zéro déchet. Donc, favoriser celles qui offrent des alternatives au contenant. J'ai 2 exemples. Les jardineries, c'est incroyable le nombre de contenants et de déchets qui sont produits là. Alors, il y en a des jardineries où tu peux, ils te donnent le plan, mais tu amènes ton contenant. Bien, est-ce que ces entreprises-là pourraient être favorisées d'une façon? Voilà, ça, c'est un exemple. Et justement, la réglementation que je pense sur laquelle il faudrait insister, c'est de bannir les objets à usage unique. Mais là, on ne parle pas juste des pailles et des petits bâtons dans le café, là. Ça, c'est cosmétique, là. Donc, c'est de bannir la plupart des emballages, sauf si c'est absolument crucial. Voilà. Merci Valérie. Christelle, c'est à vous. Oui, je ne veux pas trop intervenir parce qu'on veut vraiment laisser la parole aux citoyens, mais pour faire du pouce avec ce que Valérie disait, je dirais une phrase, c'est que le déchet parfait, c'est celui qu'on ne crée pas. Voilà. Merci Christelle, ça laisse à penser, hein. Ça laisse songeur, effectivement. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres choses à nous dire? La soirée touche à sa fin. Moi, je voudrais vraiment vous remercier, en tout cas, de ces échanges très riches. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire quelque chose ou bien avant de conclure? Ah, Marc, oui, c'est à vous. Oui, c'est ça, comme j'ai écrit dans les commentaires. Moi, je connais plusieurs entrepreneurs, surtout en construction. Ces gens-là essaient d'éviter à tout prix les frais reliés à l'éco-centre, d'aller porter des matériels. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à faire avec ça, peut-être réduire les frais. Ça serait bien. Ou sinon, j'ai un autre point aussi. Tantôt, j'ai dit que je ramassais un déchet par jour que je trouve au sol. Malheureusement, c'est souvent des déchets de McDonald's, de Tim Hortons. C'est les grandes chaînes. Je ne sais pas s'il y aurait une réglementation à passer par rapport à ça, là. Pour réduire, peut-être. Tu sais, je sais qu'il y a des chaînes qui mettent des pailles en carton, des fourchettes en carton. Je ne sais pas si on pourrait faire plus, là, encore, de ce côté-là. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Alors, Jean-Marc, c'était à vous, puis on va conclure avec vous au niveau des citoyens. Est-ce que ça vous va, Jean-Marc, de conclure avec les citoyens? Oui, mais on peut toujours terminer avec M. Marc Oustin. Marc qui a parlé, OK. Mais moi, t'inquiète, je veux savoir, quand on s'assied un peu, puis on regarde les chiffres dans les entreprises, hein, les entreprises, eux autres, ils ont de la difficulté, par exemple, souvent, ça peut arriver de la difficulté à arriver. Ça peut arriver, ça. Mais c'est juste le fait que parce que je connais une entreprise qu'ils n'ont pas de bac de recyclage parce que ça coûte trop cher, hein. Donc, supposons que ça coûte 113 le bac de récupération de la ville de Sherbrooke. Ils disent que selon leurs calculs mathématiques, que ça coûte trop cher dans leurs états financiers d'avoir un bac de récupération de la ville de Sherbrooke. Puis, cette entreprise-là ne peut pas aller à l'éco-centre, hein. Donc, ça veut dire que ce soit du compost ou du recyclage, ça veut dire que tout le recyclage qui est fait par l'entreprise, et ça, c'est qu'une entreprise. Je ne vous ai pas parlé des autres entreprises aux alentours qui sont dans la même position qu'eux autres, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de sous pour mettre un bac de recyclage, hein.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai plein de choses, mais c'est ça, voilà. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Merci Jean-Marc, merci beaucoup. Puis de toute façon, Jean-Marc, n'hésitez pas, ce n'est pas terminé. Là, le bureau d'environnement est à disposition des citoyens aussi s'il y a des idées. Vous avez tous les canaux possibles, imaginables pour pouvoir donner vos idées. Jean-Marc, merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois que cette soirée s'achève. J'aimerais vraiment vous remercier. Et puis, pour vous demander un dernier petit service, terminer la soirée comme on l'a commencé. Alors, comment ça s'est passé pour vous cette soirée? Des petits commentaires. Dans le chat, ce serait très très apprécié que vous nous fassiez part un peu de comment ça s'est passé pour vous cette soirée. Vous êtes venus avec des idées, vous êtes venus avec des envies. Comment ça s'est passé pour vous? Puis tout est enregistré, donc vous allez pouvoir les réécouter. Donc on a des commentaires qui arrivent. Merci à tous. Benoît nous dit optimiste, mais bravo Benoît pour ce premier Zoom. Hein. C'est une belle réussite. Et donc voilà. La parole va être maintenant donc à Joanie pour la conclusion. Joanie, c'est à vous pour la conclusion de cette soirée concernant le PGMR. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Mathieu. J'aimerais d'abord remercier notre animateur qui a assuré la fluidité dans les échanges. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour tout le travail préparatoire nécessaire à la tenue de la consultation. C'était une belle soirée, n'est-ce pas? Et finalement, merci à tous les participantes et participants présents de nous avoir fait profiter de votre temps, de votre intelligence, de votre expertise, de votre dynamisme, j'oserais dire aussi. Hein, c'était très dynamique comme échange et de votre vécu. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de rédiger et de nous envoyer un mémoire. C'est vraiment apprécié également. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous entendre dans le but de bonifier le plan de gestion de matières résiduelles, entendre vos commentaires, vos préoccupations, s'assurer aussi d'avoir rien oublié. Je vous rappelle que de nos échanges naîtra une version améliorée du PGMR qui sera envoyée à Recycle Québec au printemps prochain pour approbation et son entrée en vigueur est prévue à l'automne 2023. Ce soir, ce qui m'a marqué de nos échanges, des échanges qui ont été très riches et constructifs, c'est la volonté commune d'améliorer la gestion de nos déchets, la volonté à changer nos pratiques et à innover. Des idées, des solutions, des alternatives, il y en a. Vous avez parlé de sensibilisation, d'éducation, de responsabilisation pour changer notre culture de consommation et de gestion de déchets. Vous avez parlé d'urgence d'agir, d'éco-anxiété. Il y a véritablement un déséquilibre dans les pratiques, mais aussi dans la conscience environnementale de la population et c'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire. J'ai entendu aussi le besoin d'être informé, consulter davantage. Nous avons besoin de cohérence. Hein, et oui, la Ville et les paliers de gouvernement supérieur doivent assumer un leadership en adoptant la réglementation adaptée, mais aussi en accompagnant la population, les organismes, les entreprises vers un virage plus vert. Virage qui, on le dit ce soir, est rendu très nécessaire. Vous l'avez dit aussi, ça prend de l'audace, de la volonté, des efforts supplémentaires et j'ai confiance qu'ensemble, on arrive à entreprendre ce virage. En terminant, je vous remercie à nouveau de votre présence. Merci d'avoir pris part à l'exercice, mais aussi merci de faire partie de la solution et d'y croire. Votre opinion et votre participation sont essentielles si nous voulons atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés dans le PGMR. Et tout ce qui a été dit ce soir est d'une grande importance afin de nous assurer de vivre une réussite. Alors, on est bien chanceux à Sherbrooke de pouvoir compter sur autant de savoir, d'expertise et sur la mobilisation citoyenne. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci à tous. Merci. Bon retour chez vous.